Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc comme tous les jours, revue d'actualité, revue de marché qui est dans le vert, là on est en vue semaine. Regardez-moi ce Stax qui fait du 42%, c'est assez fou. Donc tout ça est bien évidemment drivé par Bitcoin, qui est revenu sur les 28 000, même presque 29 000 au moment où je fais la vidéo. Alors vous voyez, il y a une semaine on était à 25. Voilà, 12% sur la semaine, c'est considérable pour notre ami Bitcoin. Des volumes qui sont un peu de retour, 26 milliards sur les dernières 24 heures. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de nouveaux entrants. Je ferai des recherches et on en reparlera plus précisément. Ce qui est intéressant, c'est quand même de regarder où on est niveau indicateur. Donc déjà, au niveau de l'altcoin season, c'est clairement Bitcoin qui drive la hausse, même si, on le voit, on est remonté assez haut, enfin assez haut. Comprenons-nous toujours en Bitcoin season, mais on est remonté jusqu'à 22, c'était le 18. Donc là, il y avait vraiment plus de mouvements sur les altcoins que sur Bitcoin, et c'est redescendu. Donc là, redescendu, c'est-à-dire que c'est toujours le Bitcoin qui drive, et c'est clairement le cas. À part quelques exceptions ici, on le voit, parce que c'est une évaluation de Bitcoin par rapport au top 50 et sur 90 jours. Bon, c'est clairement BTC qui drive tout ça. Pour le moment, il n'y a pas du tout de questions à se poser. Au niveau des achats, ici, ça fait un moment qu'on n'était pas venu voir. Il n'y a pas vraiment, sur la partie haute, d'ordre qui semble faire office ni de résistance, ni de support. On chercherait des zones claires, donc pour l'instant, c'est pas clairement défini. Et au niveau des volumes acheteurs, donc la partie basse du graphique, on le voit déjà, la ligne marron, donc ce sont vraiment les plus gros acheteurs, ceux qui ont des portefeuilles compris entre 1 million et 10 millions, on parle toujours pour du Bitcoin, sont du coup plutôt à l'achat dans un entre-deux. Ceux qui achètent vraiment beaucoup là depuis 2 jours, c'est ceux qui sont entre 100K et 1 million, donc c'est pas les plus gros. Et on voit que le reste du marché est encore très calme. Clairement, le reste du marché est vraiment pas du tout en train d'acheter, plutôt attentiste. Donc effectivement, c'est peut-être un signe positif, vous voyez, parce qu'en général, les gros portefeuilles font des moves intéressants, un peu en amont du reste du monde, j'ai envie de dire, mais ça reste à prendre avec des grandes pincettes, tout le monde se trompe, eux aussi. Attention. Donc qu'est-ce qu'on surveille, qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien déjà aujourd'hui, il va y avoir le discours de Powell, donc c'est 2 semaines après la réunion de la Fed, et du coup, il va nous expliquer un petit peu ce qui va se passer, sa vision des choses et ce qui va se passer dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Donc c'est extrêmement attendu, et c'est effectivement un élément qui est attendu par tous les marchés. Donc là, on nous fait le discours potentiel du est-ce que l'euro-dollar va monter, va descendre, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va pas être bien. Bon, ça on verra. Écoutez, on en reparlera à la fin de la journée, je ferai une vidéo plus spécifique sur les marchés, on va pas faire trop d'analyse de marché tout de suite, je pense que ça n'a pas vraiment de sens tant qu'on n'a pas plus de visibilité sur cette news-là qui devrait catalyser le reste. Donc voilà, on le voit ici, c'est a priori à 16h, ici du coup, déclaration de Powell à 16h, effectivement il y a plusieurs choses à 16h, donc on fera une vidéo après ça, certainement en fin de journée. Il faudrait également qu'on ait plus d'informations sur les fameuses demandes, soit de licence pour actifs numériques, soit d'ETF. Donc on a Deutsche Bank qui a fait une demande de licence d'actifs numériques, donc c'est assez intéressant. Du coup, ça va être pour commencer à fournir ce genre de service. Si la chose est acceptée, ce serait dingue. Reste à voir ce que ça va donner niveau réglementation. Je me pose quand même la question. Donc on va suivre ça de près. C'est effectivement très intéressant parce que si Deutsche Bank, qui est une des principales banques européennes, a l'autorisation, et en fonction de ce qu'elle va proposer, on pourra parler de services crypto sur des banques traditionnelles au sens beaucoup plus large, et on peut penser que de gros acteurs, que ce soit français ou autres, se positionnent également. Ils ne vont pas rester en retrait, parce que sinon, évidemment, Deutsche Bank risque de capter une trop grosse part du marché par rapport à eux. Maintenant, la réalité, c'est aussi d'aller voir, est-ce que ça intéresse vraiment beaucoup de clients d'avoir accès à des cryptos via des banques? C'est une vraie question. En ce moment, les cryptos, il ne faut quand même pas oublier qu'on est loin d'être au top de la forme. Sur l'année, oui, on a des valeurs dans le rouge, mais regardez le Bitcoin quand même. Bon, ça vend pas du rêve par rapport à là où c'était il y a 1 an et demi. Je veux dire, on a quand même touché les 60-70 000. Donc est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent acheter du Bitcoin, hors nous qui sommes dans le milieu crypto au quotidien? Je ne suis pas sûr. Donc peut-être que ça va faire un peu l'objet, vous voyez, même si ça réussit, d'un espèce d'enthousiasme, mais succinct, un espèce de fût de paille, un potentiel même buy the rumor et sell the news. C'est potentiellement ce qu'on peut anticiper ici. Je voudrais pas être pessimiste, mais vraisemblablement pour le moment on est encore entre nous. Donc oui, ça peut faire de grandes choses, mais pour le moment, peut-être pas lieu de tant s'exciter que ça, en tout cas à suivre.
Ici, WisdomTree, donc qui est un autre fonds d'investissement qui du coup veut suivre BlackRock, tout simplement, donc il fait sa demande d'ETF, c'est tout à fait logique. On en aura d'autres, on aura certainement Vanguard dans quelques temps, et d'autres encore, parce que, en fait, le fait est que si c'est BlackRock qui demande en premier, il y a de grandes chances que BlackRock se voit accepter sa demande d'ETF, parce que, historiquement, ça a quasiment toujours été le cas. Quand BlackRock a demandé une autorisation sur un ETF, il l'a obtenu. Je crois qu'il y a une seule exception dans son histoire. Donc, effectivement, la proba est élevée, et on ne voudrait pas laisser tout le marché à BlackRock, donc c'est normal de faire des propositions. En fait, s'il ne faisait pas la proposition, ce serait très curieux, et ça serait un peu une marque de faiblesse ou de dénigrement qui serait mal placée, et qui pourrait être critiquée par leurs clients, et du coup, même s'ils n'ont pas forcément envie, on ne sait pas, hein, on n'a pas leur position, même s'ils n'ont pas très intéressé, le fait que BlackRock lance un potentiel ETF va faire que les autres vont suivre. C'est juste un comportement qui est logique, et donc ça va entraîner un engouement. La question c'est, est-ce que ça va entraîner un intérêt solide de moyen terme derrière? Ça je ne sais pas. À long terme, vraisemblablement oui, quand on aura un relan global de l'économie, et surtout de l'économie crypto, avec potentiellement un second bull run, un prochain bull run, ce n'est pas le deuxième, hein, vraisemblablement. À ce moment-là, oui, il y aura de l'intérêt, et oui, ça va vraiment certainement gonfler. Mais là, est-ce que tout de suite, ça va être si utile que ça? J'en sais rien, à suivre. En tout cas, voilà, des demandes s'enchaînent. Donc on a aussi Invesco, hein, qui a priori demandé un formulaire de demande auprès des régulateurs pour proposer du coup du Bitcoin. Donc c'est assez intéressant, ça fait apparemment 3 demandes d'ETF Bitcoin Spot. Alors ça à vérifier, hein. Vous voyez, l'article dit tout de suite que c'est du spot. On sait que pour BlackRock, oui. Pour les autres, je ne suis pas allé vérifier, donc il faut quand même creuser la chose, parce que c'est pas du tout la même chose d'avoir un ETF en spot ou un ETF en futur ou un trust. Je vous ai expliqué les différences dans ma vidéo spécifique sur BlackRock qui date de ce week-end. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Mais le spot est une révolution en termes d'ETF, parce que ça n'a pas encore été fait sur Bitcoin. Les autres, ça existe déjà, et ça n'a rien de nouveau. Ce ne sont pas vraiment des innovations ou quoi que ce soit, ou des nouveautés pour le monde crypto. Donc attention à ce terme-là, il est extrêmement important. On va maintenant passer par d'autres news, notamment le Canada. On se rappelle qu'un certain nombre d'entreprises crypto ont quitté le Canada, dont Binance d'ailleurs, il me semble. C'est intéressant, ils ont eu leur première conférence à Toronto, et le point que j'ai retenu, c'est qu'en fait, ils mettent en place, donc c'est en phase de test, un système permettant d'acheter du Bitcoin, c'est Bull Bitcoin du coup, qui permet à des utilisateurs d'acheter des Bitcoins directement. Il n'y a pas d'informations sur les frais de transaction, ni sur la custody derrière, mais c'est intéressant de voir qu'il y a déjà ce genre de choses qui est mise en place, et que ça a été pensé à un niveau à peu près étatique, quoi. Donc intéressant du coup. Autre chose maintenant, on va parler plutôt de l'écosystème Ethereum. On voit ici déjà une potentielle évolution dans la gestion du consensus d'Ethereum, et surtout du nombre de validateurs. Concrètement, l'article nous rappelle déjà qu'il faut 32 ETH pour être un validateur autonome, sinon il faut passer par des pools de stacking. Donc des pools de stacking, c'est un lieu dans lequel on va envoyer ses ETH pour recevoir des récompenses, et donc l'idée c'est que c'est mutualisé. Là, certains développeurs veulent en fait changer des règles, parce que concrètement, il y a trop de validateurs, et ça nuit à l'efficacité opérationnelle de la blockchain. Donc vous voyez, ça commence à être le débat important pour Ethereum entre centralisation, ou plutôt décentralisation, et efficacité opérationnelle. Qu'est-ce qu'on préfère? Et là, il semblerait qu'on aille plutôt vers l'efficacité opérationnelle, parce que c'est une décentralisation qui est un petit peu factice de toute façon, parce qu'il faut 32 ETH pour réellement permettre un validateur autonome. Donc je trouve que c'est un débat qui est super intéressant, qui est important pour Ethereum, et qui aura des conséquences vraisemblablement à l'avenir. On continue sur Ethereum, et là c'est une fonctionnalité qui est beaucoup plus palpable. C'est la première, en tout cas que je vois, fonctionnalité IA. Donc ils utilisent OpenAI, donc une des plus grosses, avec notamment ChatGPT dedans. Et l'idée c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir avoir une fonctionnalité qui permet de traduire le code des smart contracts en mots. C'est-à-dire que maintenant, théoriquement, avec ce genre de fonction, vous n'êtes plus censé vous faire hacker en utilisant un smart contract. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vérifier si un smart contract, il va bien réaliser l'opération que vous souhaitez. C'est-à-dire transférer par exemple des fonds d'une adresse X à une adresse Y. Parce que parfois vous cliquez sur un lien,
vous autorisez un certain nombre de choses via votre MetaMask parce que soit vous comprenez pas, soit vous n'avez pas envie de lire, et vous n'avez pas l'info, et il est possible du coup d'exécuter un mauvais smart contract qui peut par exemple siphonner votre wallet, c'est-à-dire récupérer votre argent. Là, l'idée, c'est que l'IA va permettre de lire le code et de vous informer de ce qu'il fait. Donc vous serez capable de déterminer si, oui ou non, il va siphonner votre wallet, par exemple. C'est très fort. Pour le coup, c'est extrêmement utile, et c'est certainement une des meilleures nouvelles que j'ai vues, peut-être la meilleure fonctionnalité que j'ai vue en termes d'IA pour les blockchains, parce que ça permet en fait une sécurisation, et une sécurisation en fait des transactions, eh bien, c'est mieux pour les investisseurs, c'est mieux pour l'écosystème, c'est mieux pour l'image des cryptos. Si ça peut faire baisser par exemple le taux de hack, les montants d'argent qui sont prélevés de façon bien évidemment illégale, c'est top. On continue toujours sur l'écosystème Ethereum, mais là on va être sur plutôt de la Layer 2. On a un partenariat entre la BNB Smart Chain et Optimism. Donc c'est intéressant. C'est intéressant parce que du coup la BNB Smart Chain, c'est de nombreux utilisateurs, c'est une puissance assez importante, c'est tout simplement la chaîne de Binance, et ils n'ont pas choisi Matic, ils ont bien évidemment pas choisi Ethereum parce que trop cher, ils n'ont pas choisi Arbitrum, ils ont choisi Optimism. Alors les raisons ne sont pas clairement mises en avant, parce que moi c'est ça qui va m'intéresser le plus, c'est pourquoi Optimism plutôt que les autres. Est-ce que c'est parce qu'ils ont des fonctionnalités intéressantes? Est-ce que c'est parce que derrière en fait il y a des accords business un peu particuliers? Est-ce que c'est l'origine du projet? On ne sait pas trop, mais en tout cas, ils vont faire ce partenariat, ils vont fonctionner ensemble, et c'est une bonne nouvelle, autant pour l'écosystème dans son ensemble que pour Optimism, et certainement aussi pour Binance. Du coup, intéressant, et ça donne envie de s'intéresser un peu plus encore à Optimism. Voilà. Et donc, dernière news, on va toujours être dans l'écosystème Ethereum, et là, ça va être Polygon, donc le plus gros, du coup, layer 2 d'Ethereum, le plus connu aussi, à mon avis. Et on est toujours content de donner des bonnes nouvelles sur Polygon, donc voilà, ils continuent de bosser, c'est carrément intéressant, avec du coup une nouvelle amélioration, FlashGride, qui va être sur le ZKEM, Validium, avec le Ethereum Secured Layer 2 Network. Donc écoutez, du très très bon, ça continue à bosser chez eux, on est très très optimiste malgré le cours qui a baissé, mais globalement, à 65, ça reste du coup bien, et on voit qu'ils continuent de bosser, donc du tout bon à mon avis. On fera, comme je l'ai dit, la revue de marché un peu plus tard, on va juste aller regarder rapidement une crypto qui est PancakeSwap, ça fait un moment que j'ai pas regardé, donc on va regarder ça ensemble. Bon, ça stagne, hein. Du coup ça fait 2 semaines que ça stagne, potentiellement c'est le moment d'acheter. Faudrait juste rassurer que ce soit pas, vous voyez, un bear fly, c'est-à-dire que là ça continue à chuter, ce serait juste ça qui serait dommage. En supposant que ce n'est pas le cas, 1,40, on peut penser que c'est un bon cours. On fera une revue de marché beaucoup plus globale à la fin de la journée, une fois que les minutes de la Fed auront été émises, et on pourra du coup avoir une vue plus claire de ce qui va se passer dans les prochains jours. Voilà, je vous dis à tout à l'heure, merci de m'avoir écouté, et je vous souhaite une très très bonne journée.